de Westfield. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je souhaite signaler une activité suspecte. D'accord. Et quelle est l'activité suspecte? Mon voisin a laissé ses lumières allumées depuis 3 semaines, mais personne n'entre ni ne sort de la maison. Certaines ampoules commencent à griller après avoir été allumées très longtemps. Et tu n'as pas vu ton voisin? Pas une seule fois en 3 semaines. D'accord, d'accord. Très bien. Quelle est l'adresse? Une équipe sera envoyée pour vérifier. Bien sûr. C'est au 431 avenue Hillside, à Westfield. La maison s'appelle Breeze Knoll. À 22 heures, les officiers Jeleznik et Haller sont arrivés au 431 avenue Hillside. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte, sans réponse. Curieux d'en savoir plus, ils ont fait le tour de la maison, sont entrés par une fenêtre non verrouillée et ont commencé à explorer la propriété. La maison était dépourvue de toute vie, et une légère odeur nauséabonde les a poussés à aller plus loin à l'intérieur. En traversant le garde-manger, ils ont découvert des traces de sang sur le plancher, comme si quelque chose avait été traîné. Ils ont suivi les traces jusqu'à la salle de bal, où ils allaient découvrir quelque chose qui allait choquer la paisible communauté bourgeoise de Westfield. Ceci est la maison de Robert Bob Clark. Il vit ici avec sa femme Dolores, menant un mariage heureux et paisible. Bob, comptable chevronné et très qualifié, est contrôleur chez Medrea Joyner Kirkman Woody, une entreprise locale. Bob a grandi dans une famille pieuse qui fréquente assidûment l'église. À son ancienne adresse à Denver, il était un membre actif de la congrégation, participant aux réunions et organisant le covoiturage pour les autres membres. Il a rencontré Dolores à un événement à l'église. Ils ont réalisé qu'ils avaient des intérêts et expériences en commun. Ils étaient tous deux des luthériens dévoués, et ils avaient tous les deux servi dans l'armée auparavant. Bob était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, et Dolores était employée de bureau. En 1985, ils ont célébré leur relation de la meilleure façon possible. Ils se sont mariés. 2 ans plus tard, ils ont déménagé en Virginie pour s'installer dans cette jolie maison située dans un quartier de la classe moyenne afin de vivre paisiblement ensemble en tant que membres respectés et estimés de leur communauté. Les agents Jeleznik et Haller sont entrés dans la salle de bal et ont trouvé 5 sacs de couchage occupés, alignés dans un coin de la pièce. Les agents ont interpellé les personnes en annonçant leur présence, espérant que quelqu'un se lève. Personne ne l'a fait. Il est devenu très vite évident que les 5 personnes s'étaient mortes. De la musique classique passait sur l'interphone de la maison et la plupart des lumières étaient allumées. Celles qui étaient éteintes l'étaient parce que les ampoules avaient grillé à force d'être trop utilisées. Étrangement, la maison était très froide, le thermostat étant réglé à 50 degrés Fahrenheit. Il y avait 5 victimes, 2 femmes adultes, 2 jeunes garçons et une jeune fille. Ils ont été identifiés comme étant la famille List. Le père et Mary, John, étaient portés disparus. Des détectives et techniciens de la police scientifique ont été appelés pour inspecter la propriété à la recherche d'indices. Une recherche a alors commencé pour retrouver le mari, John List, rendu difficile par le manque de preuves sur son identité, à part des témoignages mal rapportés.
Lors de la fouille de la maison, la police a découvert que presque toutes les photos de famille montrant l'apparence de John avaient été détruites. Seules quelques vieilles photos de basse résolution de lui, très jeune, ont été trouvées. Au cours de l'année suivante, malgré l'interrogation de centaines de personnes, l'examen répété des preuves et le suivi de nombreuses pistes, la police a trouvé peu d'éléments pour les aider à retrouver John. La dernière pièce à conviction révélée fut lorsque les autorités trouvèrent la voiture immatriculée au nom de John List dans le parking longue durée de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, mais il n'y avait aucune trace ni preuve qu'il ait jamais embarqué dans un avion ou même acheté un billet. Après cela, la piste et l'enquête se sont refroidies, mais le FBI a tout de même inscrit John parmi ses criminels les plus recherchés, en partie parce qu'en 1972, il était considéré comme un suspect dans la célèbre affaire de détournement d'avion de Dick B. Cooper, car il avait une certaine ressemblance superficielle avec le suspect et avait disparu seulement 2 semaines avant que le détournement n'ait lieu. Le temps a passé, de moins en moins de pistes ont été trouvées, et finalement l'affaire est complètement tombée dans l'oubli. John était soit mort, soit il avait réussi à disparaître. La piste pour les meurtres de List s'était refroidie 19 ans plus tôt, et le meurtrier, désormais identifié comme John List, après que la police ait trouvé la lettre de confession adressée à son pasteur local, était toujours en fuite. Il avait réussi à assassiner sa famille et à échapper à la capture pendant 19 ans, malgré sa présence sur la liste des personnes recherchées par le FBI. Le 21 mai 1987, l'émission de télé-réalité américaine « Les criminels les plus recherchés d'Amérique », présentée par John Walsh, a diffusé son 66e épisode lors de sa 2e saison. Walsh était devenu animateur suite au meurtre de son propre fils. L'épisode relatait un quintuple homicide survenu à Westfield, New Jersey. L'épisode était sur John List. Le crime et ses preuves ont été présentés, et John Walsh a parlé à certains responsables des forces de l'ordre qui avaient l'air de travailler sur l'affaire. Il a également parlé à un artiste médico-légal nommé Frank Bender qui a créé un buste en argile de List, non pas tel qu'il apparaissait sur les seules photos dont il disposait, mais en utilisant son approximation de l'apparence que List pourrait avoir en 1989 en tant qu'homme d'une 60aine d'années. 21 millions de personnes ont regardé le programme de la Fox lors de sa diffusion ce soir-là. Parmi ses fans se trouvait Bob Clark, qui aimait regarder pour essayer de comprendre comment les crimes avaient été commis et où le criminel pouvait se cacher. Ce soir-là, Bob et sa femme, Dolores, ont manqué l'émission car ils étaient à l'église. À 2/3 du pays, à Denver, la famille Flannery regardait exactement la même émission. Wanda Flanner avait été amie avec Dolores Clark lorsqu'elle vivait à Denver avec son mari Bob, et Wanda regarda avec stupéfaction la sculpture en argile qui était montrée à la télévision. Après l'émission, elle et sa famille se sont réunis pour discuter de ce qu'ils venaient de voir. Elle était absolument certaine d'avoir déjà vu l'homme représenté par le buste. Bien sûr, ses cheveux étaient d'une couleur différente, mais le visage était le même. Son mari était plus sceptique et avait remarqué une marque distinctive, une cicatrice d'opération mastoïdienne derrière l'oreille sur le buste, et demanda à sa femme si elle avait déjà vu cette cicatrice auparavant. Elle répondit nerveusement qu'elle l'avait vue. Dans les bureaux de America's Most Wanted, Frank Bender se tourmentait en se demandant si son buste était assez réussi. Essayer de représenter dans le buste ce gentilhomme d'église discret tout en gardant les traits corrects et en le vieillissant de 40 ans avait été difficile. Il pensa en lui-même que cela ne mènerait probablement à rien de nouveau dans l'affaire, mais il devait se tromper. L'émission a entraîné environ 200 appels, dont la plupart n'ont abouti à rien. Sauf 2. Un appelant anonyme de Richmond, Virginie, avait dit que le buste ressemblait à un comptable local, ce qui était un bon début car la ressemblance était frappante et c'était le premier indice à donner également la bonne profession, comptable. Mais l'appelant a raccroché avant de donner plus de détails. Le deuxième appel serait bien plus révélateur. John List, né à Bay City, Michigan, de parents luthériens, est resté fidèle à cette religion jusqu'à sa mort.
Son père était un autoritaire strict dont le principe fondamental était que chacun devait être autonome et prendre soin de soi-même. Après le lycée, il a été technicien de laboratoire dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après l'université, il a obtenu un diplôme en gestion des affaires à Ann Arbor, puis une maîtrise en comptabilité. En 1950, la guerre de Corée a commencé et s'est intensifiée, et John a été rappelé en service actif dans le corps financier. En poste en Virginie, il a rencontré Hélène, une veuve de militaire. Un an plus tard, ils se sont mariés à Baltimore, pas dans l'État de Virginie où ils vivaient alors. Jean ne découvrirait que bien plus tard pourquoi Hélène avait préféré se marier à Baltimore. Après avoir quitté l'armée en 1952, Jean a travaillé à Détroit, puis est devenu superviseur d'audit dans une entreprise à Kalamazoo, où ses 3 enfants sont nés. List excellait dans son travail et il est rapidement devenu superviseur général de la comptabilité, malgré le fait que sa femme Hélène avait commencé à se comporter de façon de plus en plus erratique et était aussi devenue secrètement alcoolique, ce qui a mené à de nombreuses disputes agressives entre eux. À Rochester, il a décroché une grande promotion en devenant directeur de la comptabilité chez Xerox. 5 ans plus tard, il est devenu contrôleur pour une banque à Jersey City, New Jersey. Il a ensuite emménagé dans un manoir de 19 chambres appelé Breeze Knoll et a emmené sa femme, ses enfants et sa mère vivre avec lui. Il avait enfin l'impression d'avoir ce que tout le monde recherche en Amérique. La chose pour laquelle des gens du monde entier émigrent aux États-Unis dans l'espoir de l'obtenir. Le rêve américain. En 1930, plusieurs États américains ont adopté des lois obligeant les couples à passer des tests sanguins avant d'obtenir une licence de mariage. Bien que Fleming ait découvert la pénicilline en 1928, il était difficile de la cultiver en quantité suffisante, limitant son utilisation et les recherches sur ses applications potentielles. Ainsi, alors qu'aujourd'hui de nombreuses maladies sont très faciles à traiter grâce aux antibiotiques, à l'époque ces maladies étaient à la fois répandues et incurables. L'une de ces maladies était la syphilis, une maladie sexuellement transmissible très contagieuse, sournoise et potentiellement mortelle. Les symptômes de la syphilis dépendent totalement du type que vous avez. Les stades primaires et secondaires présentent des symptômes visibles qui alertent généralement une personne de la présence de la maladie. Mais lorsqu'elle progresse vers son stade tertiaire, la maladie atteint le cerveau et tous ces symptômes deviennent neurologiques, ce qui inclut, sans s'y limiter, la démence, des changements de personnalité, la psychose, des délires et la dépression. Grâce aux normes sociales et aux lois de l'époque, l'utilisation de contraceptifs était découragée, et pour tenter de prévenir la propagation du virus, chaque État des États-Unis exigeait que les couples passent un test sanguin pour la syphilis, sauf un. Malgré son excellence dans des postes de comptabilité durant sa carrière, John a perdu son emploi suite à la fermeture de la Jersey City Bank après une période difficile, le laissant honteux. John n'en a pas parlé à sa famille. Au lieu de cela, chaque jour, il se levait, s'habillait, déjeunait et partait comme s'il travaillait toujours. Il rentrait chez lui juste après 17 heures, comme lorsqu'il travaillait. Il passait la journée à s'asseoir dans la gare ou à chercher un nouvel emploi. Il a aussi commencé à financer leur mode de vie en puisant dans les comptes de sa mère, car il était trop embarrassé pour demander des aides sociales, se rappelant l'attitude stricte de son père envers les gens qui doivent se débrouiller seuls. Lutter pour trouver du travail et subvenir aux besoins de sa famille, tout en se disputant constamment avec sa femme, allait amener Jean à une solution qu'aucune personne saine d'esprit n'envisagerait jamais. Après 18 ans de mariage, les tensions pesaient sur leur relation. Hélène était devenue de plus en plus agressive et imprévisible avec le temps, l'humiliant régulièrement en public et comparant défavorablement ses performances sexuelles à celles de son premier mari. Jean l'emmena passer un examen médical complet pour voir s'il était possible de l'aider. C'est lors de cet examen que la cause de tous ses problèmes de comportement, et peut-être même de l'alcoolisme, fut découverte. La syphilis. Hélène avait contracté la syphilis auprès de son premier mari avant sa mort, mais par peur et par honte, elle avait caché tous les symptômes et n'avait jamais cherché à se faire soigner pour cette maladie.
Quand elle a rencontré Jean, les stades primaires et secondaires étaient terminés, sans symptômes visibles. C'est pour cette raison qu'elle avait poussé Jean à se marier après seulement 1 an, et d'après Jean, elle avait menti sur une grossesse pour y parvenir. Elle a choisi de se marier à Baltimore, le seul État américain qui n'exigeait pas de test de syphilis prénuptiale à l'époque. Malheureusement pour les listes, au moment où cette information a été révélée, la maladie avait déjà causé des dégâts importants dans son cerveau, qui ne pouvaient pas être réparés. Malgré le traitement antibiotique désormais accessible, ces changements de comportement persistaient. Le 1er juin, l'agent du FBI Kevin Auguste et 3 autres agents du FBI sont arrivés à Midlothian et ont frappé à la porte d'une maison dans un quartier calme de la ville. La porte s'est ouverte et a révélé le visage de Dolores Clark. L'agent Auguste a montré son insigne et a annoncé son identité tout en demandant à parler à son mari, mais il n'était pas à la maison. L'agent est entré dans la propriété, montrant à Dolores des photos et croquis de la saisie faits par l'artiste du FBI, expliquant leur présence. Dolores était tiraillée entre 2 états d'esprit. Elle n'arrivait pas à croire que son mari calme était John List, mais ne pouvait nier la ressemblance, notamment la cicatrice mastoïdienne. Elle se rappelait qu'il y a quelques années, son amie et voisine Wanda lui avait montré un portrait robot de John List dans un tabloïd, qui selon Wanda ressemblait exactement à son cambrioleur. À l'époque, elle n'avait pu imaginer qu'un homme d'église aussi gentil puisse faire quelque chose d'aussi horrible. Que de tuer sa propre famille, mais maintenant son esprit revenait à cette conversation. Elle indiqua aux agents où travaillait Robert, et 2 agents quittèrent alors la propriété pour aller appréhender Bob. Des agents sont entrés dans les bureaux où travaille Bob et ont demandé à lui parler alors qu'il était en train de faire des photocopies. La réceptionniste a demandé s'il voulait qu'elle aille le chercher. Ils ont rapidement répondu non et ont posé 2 questions. Premièrement, où se trouve la salle de photocopie ? Deuxièmement, y a-t-il une sortie à l'arrière du bâtiment ? Elle leur a répondu qu'il n'y avait pas de sortie et leur a indiqué la direction de la salle de photocopie. Les agents y ont trouvé un homme d'une 60aine d'années correspondant à la description du tueur, traînant avec des papiers à la main. Ils ont appelé avec autorité, Robert Clark s'attendant à ce qu'il s'enfuit immédiatement. « Ouais », a-t-il répondu en levant les yeux. « Nous sommes du FBI. Êtes-vous également la personne précédemment connue comme John List ?» Ils ont dit cela en montrant les croquis et la photo du buste, s'attendant à ce qu'il réalise qu'il était pris. Au lieu de cela, il a répondu calmement « non ». Bob Clark a été arrêté et mis en garde à vue. Malgré les interrogatoires qu'elle répétés, il a clamé son innocence, soutenant qu'il y avait erreur sur la personne car il était Bob Clark et non John List. Malgré l'injustice de son arrestation, Bob est resté calme. Il a coopéré sans se plaindre et était généralement poli et bien élevé. Il a accepté d'être extradé vers le New Jersey et il a également accepté que ses empreintes digitales soient en prise, ce qui a finalement causé sa perte. L'analyse des empreintes digitales a confirmé une correspondance avec les dossiers militaires de John List. Pourquoi John a accepté de donner ses empreintes digitales reste un peu un mystère. Sa lettre de confession, écrite des années plus tôt, évoquait les sentiments négatifs et de culpabilité envers ce qu'il avait fait. Alors peut-être que la culpabilité était tout simplement trop forte et que, lorsqu'il a été arrêté, il a décidé d'abandonner. Peut-être avait-il oublié qu'à son engagement dans l'armée pour la Corée, il était courant de prendre les empreintes digitales en cas d'impossibilité d'identification faciale d'un soldat décédé. Peut-être pensait-il simplement que cela le ferait paraître coupable s'il disait non. Personne ne savait vraiment pourquoi il l'avait fait. Détenu depuis la correspondance positive des empreintes digitales, Bob avait toujours nié être John List. À ce stade cependant, son avocat lui avait conseillé qu'il serait impossible de convaincre un jury qu'il n'était pas John List, et que sa meilleure défense était d'essayer de disqualifier la preuve clé pour une condamnation au premier degré, c'est-à-dire la lettre de confession.
Sur ce conseil, il a finalement admis avoir assassiné sa femme, sa mère et ses 3 enfants près de 2 décennies auparavant. Ils ont alors commencé à préparer sa défense, qui comportait 2 volets. Premièrement, faire exclure les preuves trouvées sur les lieux au motif qu'aucun mandat de perquisition n'avait été obtenu avant l'entrée de l'officier sur la propriété, ce qui les rendrait irrecevables en vertu du 4e amendement. La deuxième partie visait à obtenir des peines réduites en constituant un dossier basé sur la diminution de la capacité et de la responsabilité. Ils affirmaient qu'il avait été si bouleversé par la perte de son emploi et la découverte que son mariage de 19 ans était basé sur des mensonges qu'il n'était pas totalement responsable de ses actes. Un psychiatre légiste nommé par le tribunal a été envoyé pour passer du temps avec Jean afin d'évaluer si la diminution de responsabilité était la raison la plus probable des meurtres, plutôt qu'un assassinat prémédité au 1er degré. Bien qu'il soit parfaitement conscient que le psychiatre avait été engagé par l'accusation, Jean a donné tous les détails de ce qui s'était passé ce jour-là en 1971, ainsi que des événements qui l'avaient conduit à agir ainsi. D'une manière très calme et détachée, Jean a raconté au docteur Simmering que ce jour-là, il s'était réveillé comme d'habitude, avait mis son costume de travail, était descendu prendre le petit déjeuner avec sa famille avant de faire signe à ses enfants qui partaient à l'école. Puis, pendant que sa femme sirotait son café du matin, il s'est approché derrière elle, a levé le bras, a placé un pistolet de 9 mm à l'arrière de sa tête et a appuyé sur la gâchette. Ensuite, on l'a démonté au 3e étage et a tiré sur sa mère dans sa chambre. Après cela, il a attendu patiemment que sa fille et son plus jeune fils rentrent de l'école. Et il les a tous les deux abattus. Il s'est ensuite préparé un sandwich, a retiré tout l'argent des comptes bancaires de la famille avant de les fermer, puis il est allé à l'école de son fils aîné pour l'encourager lors de son match de football au lycée. D'autres parents remarquèrent à quel point Jean semblait fier de la performance de son fils et l'encourageait assez bruyamment. Après le match, il a ramené son fils chez eux, sorti une arme et lui a tiré dessus. Cependant, son fils résista et tenta de se défendre, forçant Jean à lui tirer dessus plusieurs fois avant de l'abattre d'une balle dans la poitrine. Avec toute sa famille morte de sa main, il a mis leurs corps dans des sacs de couchage et les a déplacés dans la salle de bal. Il a allumé toutes les lumières et a fait jouer en continu de la musique classique sur le tourne-disque via l'interphone. Cela a été fait pour lui donner le temps de s'échapper sans alerter qui que ce soit de la disparition de sa famille. Il a également annulé les livraisons de journaux et de lait en donnant comme raison qu'il partait en vacances. Auparavant, il avait envoyé des lettres à l'école des enfants pour leur dire que les enfants allaient sortir de l'État pour rendre visite à sa mère malade et qu'il serait absent pendant quelques semaines. Il a ensuite détruit ce qu'il pensait être toutes les photos où son visage apparaissait. Et enfin, il a baissé le thermostat au minimum pour retarder la décomposition des corps. Il a ensuite pris la fuite pendant 19 ans, se forgeant une nouvelle identité, se mariant et se faisant accepter par les fidèles de l'église locale, se cachant à la vue de tous jusqu'à ce que l'émission America's Most Wanted diffuse l'épisode qui a conduit à son arrestation. Après quelques semaines d'évaluation de John, le docteur Simmering a présenté son témoignage au tribunal. Il a dressé le portrait d'un homme atteint de troubles obsessionnels, compulsifs, qui croyait sincèrement faire une faveur à sa famille en les envoyant au paradis, mais qui avait planifié chaque détail de manière méticuleuse et froide, tout en sachant parfaitement que ce qu'il faisait était mal. Le 12 avril 1990, John List a été reconnu coupable de 5 meurtres au 1er degré. Je reste profondément désolé pour la tragédie qui s'est produite en 1971. Je ressens qu'en raison de mon état mental à l'époque, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé. Le juge s'est resté insensible à la demande de pardon de Jean et l'a condamné à la peine maximale autorisée à l'époque. 5 peines de réclusion à perpétuité consécutive. Au fil des années, 2 appels ont été interjetés contre sa peine devant la Cour fédérale d'appel. Le premier argument était que les lettres envoyées au pasteur devaient rester confidentielles pour des motifs religieux et ne pouvaient donc pas servir de preuve dans l'affaire. Le deuxième appel était qu'il souffrait de stress post-traumatique à la suite de son service militaire. Les 2 appels ont été rejetés.